Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mie Koiyama, je suis journaliste et présidente de l'association Moi aussi Amnésie. Donc je vais, puisque donc le sujet va être la France, je vais introduire cette table ronde en dressant un petit bilan, évidemment non exhaustif, de la loi Schiappa et de la loi sur les violences sexuelles et sexistes, et de rappeler un certain nombre d'engagements pour planter le décor, à savoir qu'effectivement le compte n'y est pas du tout. Alors ce qu'on a fait depuis pendant un an, à partir du vote de la loi Schiappa en août 2018, c'est que nous avons tenu, grâce à tous les militants et militantes comme Marie Rabatel, une veille judiciaire portant sur les décisions en matière de pédocriminalité, donc agression sexuelle et viol sur mineurs, sur la base de la presse quotidienne régionale. Et nous avons constaté que rien n'avait changé en matière d'impunité ou de correctionnalisation du viol, alors qu'effectivement, on s'était engagé à ce que la loi Schiappa, dixit Marlène Schiappa, renforce la condamnation des violeurs. Bon, bref, comme si une loi renforçait la condamnation des violeurs, mais ça c'est un autre sujet. Donc sur plus d'une centaine de décisions que nous avons recensées, voici le bilan. On a recensé 51 décisions en correctionnel, dont 20 viols correctionnalisés, une relaxe, une CRPC, qui nous a tous fait bondir en matière d'agression sexuelle. Alors, je laisserai les juristes peut-être expliquer cette affaire. Oui, c'est une procédure de plaider coupable dans une affaire d'agression sexuelle portant sur un mineur qui est complètement en dehors de tous les clous, qui nous a fait bondir. Voilà, vraiment, bon, il n'y en a eu qu'une qu'on a recensée, mais imaginons qu'il y en ait plusieurs. 15 peines avec sursis, les autres allant de 6 mois fermes à 10 ans. 43 procès aux assises, des peines allant de 1 an avec sursis à 20 ans, peine maximale, et 5 acquittements. 4 déqualifications de viol en atteinte sexuelle. Bien évidemment, ce bilan n'est pas exhaustif, mais il donne une petite idée de ce qu'on peut considérer comme un statu quo de cette loi. Et puis, je voulais quand même insister, parce qu'on a été marqué par plusieurs affaires abominables. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a l'affaire de Julie, qui a été violée à partir de 13 ans par une vingtaine de pompiers. Les pompiers, donc il n'y en a eu que 3, qui ont été renvoyés en correctionnel pour atteinte sexuelle. C'est-à-dire que cette adolescente a été considérée comme consentante à ces viols collectifs. Et je fais juste une petite parenthèse parce que sa maman l'a rendu public. On a tous une énorme pensée pour elle parce que, en plus des conséquences psychotraumatiques, elle a eu des conséquences terribles. Et hier, sa maman nous a dit qu'elle a subi une opération à la colonne vertébrale. Voilà. Voilà. Oui. Donc c'est en lien, en tout cas, avec cette affaire où elle a effectivement, puisque sa maman aussi l'a rendu public, commis plusieurs tentatives de suicide. Et puis il y a eu aussi cette affaire, et ça récente, cette affaire de Saint-Malo. Alors l'affaire de Saint-Malo, je vais être extrêmement précise, c'est une affaire où un père a été renvoyé pour atteinte sexuelle incestueuse commise sur sa petite fille de 4 ans. Ce qui signifie que la qualification d'agression sexuelle impliquant la contrainte n'a pas été retenue. Donc nous, on est tous montés au créneau sur cette affaire, et on va en parler. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les médias nationaux n'ont pas rebondi, parce que, alors je sais, il y a eu un article de Check News, donc le média qui vérifie soi-disant les fake news en lien avec Libération, qui a interrogé la procureure de Saint-Malo, et la procureure de Saint-Malo a dit tout bonnement, mais pas du tout, dans cette audience, il n'a pas du tout été question du consentement d'une petite fille de 4 ans. Évidemment, on le sait, sauf que la qualification de renvoi d'atteinte sexuelle incestueuse sous-entend le consentement d'une petite fille de 4 ans. Et son père qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Sur cette question du consentement aussi, je rappelle cette affaire de Nîmes en février 2019 qui nous avait tous effrayés. C'est un éducateur de 47 ans
qui avait été initialement placé en garde à vue pour avoir violé une enfant de 13 ans, placé en foyer pour jeunes en difficulté. Et cet homme de 47 ans a été relâché au bout de 48 heures, je ne sais quoi, parce que le juge ou le parquet avait décidé de requalifier les faits en atteinte sexuelle aussi. C'est-à-dire un professionnel qui prenait en charge une adolescente en état de vulnérabilité et d'un coup, d'un seul, comme un coup de baguette magique, le viol n'existait plus et le gardé à vue était libéré. Et alors voilà, je continuerai sur le fait qu'un an après la loi Schiappa, parce que vous insistiez, madame, sur dire que l'importance d'une évaluation, d'un bilan, et effectivement, les un an aurait dû donner lieu à quand même un certain nombre de réponses, enfin d'évaluations, et on a eu le droit à une seule évaluation, c'est-à-dire une communication sur les 700 et quelques outrages sexistes, etc. Mais concernant la pédocriminalité, qui était quand même l'objet de la loi sur les violences sexuelles et sexistes, silence abyssal. Alors, je rappelle effectivement les engagements précis du gouvernement en la matière. Donc, le 25 novembre 2018, Marlène Schiappa avait déclaré « Si le texte, donc la LVSS, n'est pas efficace, nous ferons des lois plus contraignantes ». Et elle avait effectivement aussi promis une mission en vue d'étudier l'application de la Convention d'Istanbul sur la notion de consentement et mettre fin à une forme d'impunité intolérable. Alors nous, ça nous avait provoqué énormément d'espoir. Alors je rappelle que la Convention d'Istanbul, qui porte sur les violences faites aux femmes et aux filles, dispose que l'absence de consentement doit être au centre de toute définition juridique du viol. Et seuls 8 pays de l'Union européenne ont adopté une législation qui définit le viol sur la base de l'absence de consentement. Donc on attend toujours cette mission et on ne sait pas. Voilà. Et effectivement, troisième chose qui avait été promise, c'est une mission d'évaluation dont était chargée, et ça c'était officiel, la députée Alexandra Louis, qui commencerait un an après l'entrée en vigueur de la loi Schiappa, c'est-à-dire en août 2019. Et là, silence radio, on est en octobre. On n'a même pas de nouvelles de ça, on ne sait même pas si ce groupe de travail a été mis en place, etc. Et dans ce contexte, l'impunité quasi totale continue, les victimes sont laissées à l'abandon. La demande qui intervient souvent de la part des victimes, c'est le besoin de reconnaissance. Et c'est pour cela que nous continuons aussi à mener le combat pour la reconnaissance de l'amnésie traumatique dans la loi comme un obstacle insurmontable qui suspendrait la prescription. L'idée serait ainsi de reconnaître l'impact psychotraumatique des viols et de donner un signal fort aux agresseurs, et notamment aux pédocriminels qui savent très bien qu'en s'en prenant un enfant, son cerveau disjoncte et il va être muselé pendant des années. Voilà, et je reviens pas parce qu'on en a parlé hier, mais on continue également à se battre sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, parce que nous pensons qu'il s'agirait vraiment d'une décision sociétale. La crainte qui nous est toujours opposée, c'est qu'il y aurait énormément de victimes qui déposeraient plainte. Ça, c'est complètement faux, puisque la loi n'est pas rétroactive. Donc c'est un combat qu'on va continuer à mener. Et sur ces deux aspects, amnésie traumatique et imprescriptibilité des viols, je me répète, mais on va y arriver. Merci beaucoup Mié. Donc on va voir qu'on continue le combat. Je voulais juste aussi rappeler les chiffres de l'impunité en France, avec par rapport aux plaintes pour les violences sexuelles sur les mineurs, et particulièrement donc on a les chiffres de plaintes pour viol sur mineurs. Sur les plaintes qui donc sont déposées, je rappelle qu'il y a 74% de classements sans suite. Parce qu'on n'a pas pu qualifier les faits dans l'ensemble, que sur les 26% restants qui vont donc avoir accès à une procédure judiciaire, la moitié des viols sont déqualifiés. Donc ça, c'est les chiffres officiels du ministère de la Justice, Infostat Justice, février 2018. Donc la moitié vont être déqualifiés, et qu'au total, seulement 10% des plaintes vont aboutir à une cour d'assises ou à un tribunal pour les enfants. Donc voilà, donc on est dans cette réalité-là.
En sachant que le nombre de mineurs qui portent plainte, on n'a pas de chiffres précis parce qu'on n'a pas les enquêtes de victimation suffisantes, mais si on croise les estimations avec tous les éléments qu'on a, ce serait plutôt autour de 4% des mineurs victimes de viol qui portent plainte actuellement. Mais bon, ça, c'est soumis... En tout cas, les autres chiffres, ils sont vraiment très rigoureux. Et puis, dernière chose, septembre 2018, on apprend par Infostat Justice qu'il y a 40% de condamnations pour viol en moins. Je vous l'ai dit hier, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, cette impunité-là, c'est une vraie impunité. Enfin, je veux dire, on va le voir avec aussi Bérangère Taxil un peu plus tard dans la matinée. Au niveau international, l'impunité, c'est quand même de loin le premier facteur de reproduction des violences sexuelles. Ça, c'est clairement, c'est reconnu au niveau international. Donc, lutter contre l'impunité est un impératif total. Et du coup, on va pouvoir s'inquiéter. Je ne sais pas si aussi on pourra dire un mot sur le tribunal criminel qui est là, expérimenté. Donc, je passe la parole à Pascal Cussig qui va se présenter. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Pascal Cussig, donc je suis avocat au barreau de Paris depuis 23 ans maintenant et président par ailleurs de l'association Coup de pouce protection de l'enfance. J'interviens aujourd'hui sous une autre qualité qui est le fait d'être secrétaire du collectif pour l'enfance, qui est un regroupement d'associations. On regroupe 32 associations et différentes personnalités qui se sont donné comme mission de faire reconnaître dans la loi, enfin, l'incapacité de l'enfant de consentir à un acte sexuel avec un adulte. Pourquoi ? Parce qu'au moment des débats sur la loi Schiappa, toutes les associations sont montées au créneau pour dénoncer l'état de notre droit actuel qui, disons les choses clairement, marche sur la tête. Et on s'est rendu compte que voilà, on avait tous, pas forcément tous les mêmes propositions, mais en tout cas tous la même analyse des défaillances de notre droit actuel. Je veux pas alourdir la matinée avec des notions juridiques trop compliquées, mais il faut comprendre que le code pénal français aujourd'hui valide l'idée qu'un enfant pourrait consentir à un acte sexuel avec un adulte. Vous avez différentes qualifications possibles qui sont viol et agression sexuelle qui supposent qu'on établisse la contrainte. Donc la contrainte, c'est rien d'autre que l'absence de consentement. Et vous avez un autre qualificatif qui est l'atteinte sexuelle, qui considère que si jamais on a un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, c'est répréhensible, mais c'est uniquement une qualification délictuelle sous la dénomination d'atteinte sexuelle. Cet article-là, qui est l'article 227-25 du Code pénal, pour moi, c'est une abomination. C'est-à-dire que cet article valide l'idée qu'un mineur de moins de 15 ans peut consentir, puisqu'en fait, le législateur raisonne de cette façon-là. Il dit, si jamais l'enfant n'a pas consenti, c'est viol et agression sexuelle. S'il a consenti, c'est atteinte sexuelle. Et ça, apparemment, ça convient très bien à nos parlementaires qui considèrent qu'on a couvert comme ça tous les champs d'application possibles. C'est une abomination parce que ça valide l'hypothèse qu'un enfant pourrait consentir. Et il n'y a aucune atténuation dans le code pénal en fonction de l'âge de l'enfant. La seule barrière, c'est l'âge de 15 ans. Ça veut dire qu'un mineur de 14 ans pourrait consentir, mais un enfant de 2 ans pourrait consentir. Un nourrisson pourrait consentir. Et j'étais, moi, effaré d'entendre un magistrat représentant d'un syndicat de la magistrature venir expliquer qu'un jour, il avait eu effectivement une affaire à juger concernant un viol sur un nourrisson. Et qu'ils en étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait eu contrainte. Mais j'aurais été très curieux de savoir quelle avait été leur discussion. Comment on discute de ça ? C'est-à-dire, on discute en disant est-ce que le bébé n'a pas joué avec ses couches culottes et n'a pas eu une attitude provocatrice ? Enfin, quand je dis qu'on a un système qui marche sur la tête, je crois que ce genre de récit montre qu'effectivement, notre système juridique, non seulement est quasiment unique en Europe, mais n'a aucun sens. Alors, on avait une jurisprudence. Alors, c'est pas la loi, du coup, puisque le législateur se refuse jusqu'à maintenant à poser un principe de non-consentement.
La Cour de cassation avait estimé, au sujet de 2 enfants de 1 an et demi et de 5 ans, que peut-être c'était absurde d'aller examiner la question de la contrainte. Peut-être. Et donc ils avaient décidé, mais ce n'est pas leur rôle, la Cour de cassation au départ, elle n'est pas là pour créer du droit, elle est là pour appliquer la loi telle qu'elle est. Ils ont quand même estimé que c'était de leur devoir de pas forcément rendre un arrêt qui n'aurait aucun sens, et donc ils ont décidé de dire que la contrainte résulte forcément du très bas âge des enfants victimes. Et c'est la seule jurisprudence protectrice qu'on avait concernant les enfants, qui date de 2005, qui estime que pour les enfants en très bas âge, on ne doit pas se poser la question de la contrainte. Déjà, ce n'est pas une loi, c'est une jurisprudence. Une jurisprudence, il y a des revirements. Et on va voir ensuite que je ne suis pas du tout certain que cette jurisprudence, aujourd'hui, c'est un des effets de la loi Schiappa, soit encore applicable. Mais en plus, les interdits fondamentaux de société, c'est le rôle du législateur. Ce n'est pas au juge d'aller dire ça, c'est un interdit fondamental. Les interdits fondamentaux, c'est dans le code pénal. Et le résultat aujourd'hui, c'est que selon qu'on plaide à Meaux, à Pontoise, à Versailles, à Nîmes, quelquefois c'est qualifié d'atteinte sexuelle, d'autres fois c'est qualifié de viol, et puis après on va avoir une requalification. Millet parlait de l'affaire de Nîmes, où le juge d'instruction a requalifié en atteinte sexuelle dès qu'il a vu le dossier arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun acte d'instruction, mais par principe, il a requalifié en atteinte sexuelle. Donc cette divergence d'appréciation selon les tribunaux saisis est absolument insupportable. Mais vous avez du coup un système qui est totalement inique. Alors je ne parle même pas du cas de l'inceste, c'est-à-dire qu'on considère, puisqu'il n'y a aucun régime particulier dans les cas d'inceste, on considère qu'un enfant qui dénonce un viol par son père va devoir démontrer qu'il n'était pas consentant. Donc on n'a pas de... Voilà, on a un enfant de 7 ans, par exemple, voilà, il va falloir démontrer qu'il n'était pas consentant à un acte sexuel avec son père. Ce qui est d'autant plus pervers, c'est que, comme il faut établir la contrainte, on va rechercher des éléments objectifs. Le juge va chercher des éléments objectifs. Et du coup, ça amène ce genre de questions particulièrement agréables pour les victimes. Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as essayé de t'enfuir? Est-ce que tu t'es débattu? Etc. Et on sait très bien, et Muriel Salmona l'a expliqué très très bien, que la plupart du temps, ces victimes vont rester figées. Et il n'y a pas de... par l'effet de la sidération, donc il n'y aura pas de coups, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de... Donc on cherche des éléments objectifs qui n'existent pas. Et je ne voudrais pas dépeindre un tableau trop noir non plus, mais avec la loi Schiappa, on a augmenté la peine encourue pour l'atteinte sexuelle, ce qui veut dire que c'est un message, pour moi, adressé aux magistrats, qui est « mais ne vous cassez pas la tête avec la question de la contrainte ou du consentement, poursuivez pour atteinte sexuelle ». Et la difficulté de cette pratique de requalification en atteinte sexuelle dont Millet a parlé et qui continue, on s'en est ému au moment de l'affaire de Pontoise, mais les requalifications en atteinte sexuelle continuent. Des affaires de Pontoise, il y en a déjà eu d'autres et il y en aura encore d'autres, parce que notre système juridique est défaillant. Vous avez du coup des requalifications en atteinte sexuelle qui continuent, et ça pose d'énormes problèmes, parce que juridiquement, quand on passe devant un tribunal correctionnel, vous avez, même avec les meilleurs magistrats du monde, vous avez un temps devant le tribunal correctionnel d'examen d'affaires qui va être de 1 heure ou 2. C'est-à-dire qu'on demande à un tribunal correctionnel de faire en 2 heures maximum ce qu'une cour d'assises mettrait 3 jours à faire. Et ces correctionnalisations, c'est des catastrophes pour les victimes, il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez des affaires qui sont jugées, qui sont plus expédiées que jugées. Je ne parle même pas des peines encourues, mais la peine encourue est forcément plus faible, et le message du coup qui est adressé à la société, pour moi, pose question.
Mais il y a d'autres conséquences. On dit qu'il faut favoriser la parole de la victime, mais lorsqu'une victime va devant la cour d'assises, si elle demande un huis clos, c'est-à-dire que l'audience se tienne en dehors de toute présence du public, c'est de droit. On ne peut pas lui refuser. Une victime qui dit « moi je ne me sens pas d'évoquer ça devant des journalistes ou devant des gens que je ne connais pas », on ne peut pas lui refuser. Devant le tribunal correctionnel, ce n'est pas du tout de droit. Donc envoyer ces affaires-là devant le tribunal correctionnel, c'est aussi de ce point de vue-là une catastrophe pour la victime. Ça change aussi les règles de prescription. Prescription pour un délit n'est pas du tout la même que pour un crime. Donc ça veut dire que ce qui n'était pas prescrit peut le devenir. Donc ça cause un tas de difficultés pour la victime au niveau juridique. Et après, je ne vous explique même pas le message qui est délivré aux victimes, à qui on dit bah, on a condamné l'auteur, mais bon, on avait bien compris que tu étais consentant. Donc allez vous reconstruire avec ce type de message délivré en justice. Donc ce système est abominable, il faut dire les choses comme elles sont. On est quasiment le seul pays à avoir ce système-là, puisque quand on regarde un petit peu autour de nous, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas ont des principes de non-consentement. Il y a des différences selon l'âge, hein, ça va de 12 à 16 ans, grosso modo. Mais il y a des principes de non-consentement, c'est-à-dire il y a un âge en dessous duquel on ne discute pas la question du consentement de l'enfant. Nous, on s'est refusé à faire ça, au motif que, soi-disant, ça heurterait la présomption d'innocence. Moi, je suis avocat. En tant qu'avocat, je ne peux pas ne pas être attaché à la présomption d'innocence. Je veux dire, revenir sur la présomption d'innocence, ça voudrait dire revenir sur l'article préliminaire de notre code de procédure pénale, revenir sur nos engagements internationaux. Enfin voilà, en tant qu'avocat, je suis attaché à la présomption d'innocence. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Il n'empêche que ces pays-là, la Belgique, l'Angleterre, sont tenus au respect de la présomption d'innocence par la Convention européenne des droits de l'homme, qui exige le respect de la présomption d'innocence. Ils ont un principe de non-consentement pour les enfants. Jamais la Cour européenne des droits de l'homme ne s'en est émue en disant vous avez un système qui ne respecte pas la présomption d'innocence. On considère, nous, en France, a priori, qu'on serait les seuls à être capables de défendre la présomption d'innocence. Mais je crois que c'est bien vaniteux. Donc ces principes de non-consentement ne sont pas contraires à la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, quand on lit l'avis du Conseil d'État qui avait été rendu avant le vote de la loi Schiappa, on se rend compte qu'il disait expressément que ça ne posait pas une présomption de culpabilité. Donc on a agité des problèmes juridiques qui n'en sont pas et qui en réalité ont plus servi de prétexte qu'autre chose à ne pas prendre la décision courageuse. Je parlais de cette jurisprudence de 2005 pour les enfants en très bas âge. Je ne suis pas sûr, moi aujourd'hui, je trouve que j'interviens jamais du côté de la défense, mais un confrère qui interviendrait en tant qu'avocat de la défense pourrait, à mon sens, parfaitement plaider que cette jurisprudence de 2005 ne s'applique plus. Parce que la loi Schiappa est venue dire, en dessous de 15 ans, il faut se référer au discernement. Et on va donc examiner à chaque fois si l'enfant est discernant ou pas discernant. C'est d'ailleurs totalement absurde parce que on sait bien, alors indépendamment du fait que le discernement est extrêmement compliqué à évaluer, on sait bien qu'en général, les victimes déposent plainte 10 ans, 12 ans, 14 ans après les faits. Ça veut dire que la victime va saisir la justice à 23 ans et on va venir dire à notre juge ou à notre expert, dont on pense peut-être qu'il a des pouvoirs surnaturels, on va venir leur dire eh ben, dites-nous si il y a 12 ans ou 14 ans, cette victime avait le discernement suffisant pour consentir à un acte sexuel. C'est ça qu'on a voté. La loi Schiappa, c'est ça. Donc ça, c'est un renoncement à poser un principe de non-consentement, et pour moi, c'est un renoncement à protéger les enfants. Donc vous avez un système qui, forcément... Alors, effectivement, il y a un groupe de suivi qui devait se mettre en place, etc., mais le résultat, on le connaît déjà. Tous les professeurs d'université, des magistrats, des avocats ont tous dit que telle qu'elle a été votée, la loi Schiappa ne changeait rien, voire même aggravait les choses si on estime que ça remet en cause la jurisprudence de 2005.
C'est-à-dire que l'avocat de la défense qui va dire « moi je suis désolé, l'enfant il a peut-être 2 ans », n'empêche que la loi Schiappa me dit d'examiner le discernement. Donc c'est du droit pénal, c'est d'interprétation stricte, allez m'établir que cet enfant était non discernant. Juridiquement, je vois difficilement comment on peut parer ce genre de difficultés. Donc le groupe de suivi, certes, mais on sait déjà le résultat que ça va donner. Je veux dire, cette loi n'a de toute évidence aucunement amélioré la protection des victimes, voire même l'a aggravée. Donc l'objet du collectif pour l'enfance, c'est ça, c'est de faire reconnaître dans la loi, enfin, comme nos petits voisins, qu'il y a une incapacité de l'enfant à consentir à un acte sexuel avec un adulte. Et je pense que s'il y a une urgence dans notre système pénal actuel, c'est celle-là. Merci beaucoup Pascal. Donc l'association Mémoire traumatique et victimologie fait partie du collectif, bien sûr. Donc je vais passer la parole à Dominique Attias sur justement tout, pour rappeler les droits des enfants dans le cadre justement de leur prise en charge judiciaire. Et je voulais juste rebondir sur un élément. On a parlé de contraintes, on a aussi la notion de surprise, bien entendu, qui est dans la qualification des violences sexuelles qui devraient être de base. Mais il ne faut pas oublier la notion de violence. C'est-à-dire comment peut-on concevoir que des actes de cette nature sur des enfants ne sont pas des tortures et donc ne sont pas des violences en soi. Je rappelle que la Cour européenne dit que ce sont des actes cruels, dégradants et inhumains. Et du coup, comment pourrait-on être consentant en quelque sorte à des actes aussi destructeurs et aussi inhumains, et qui portent atteinte à la dignité de la personne à ce point-là. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est folle dans notre législation. Je passe la parole à Dominique et que je merci d'être là. Merci Muriel de donner la parole aux enfants. La parole aux enfants parce que je suis avocate d'enfants. C'est-à-dire qu'il existe désormais en France, dans à peu près 70% des barreaux, des avocats qui sont spécialement formés, désignés par le bâtonnier, donc indépendants des parents, pour assister les enfants dans toutes les procédures qui les concernent et bien évidemment lorsque l'enfant est victime. L'enfant victime a des droits, mais en définitive, beaucoup moins de droits que les enfants auteurs de délits ou auteurs de crimes. Un enfant victime n'est pas forcément assisté d'un avocat. Vous savez qu'un enfant victime n'a pas ce qu'on appelle la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il doit être représenté en justice, alors qu'un enfant auteur, lui, a le choix de son avocat, a une parole indépendante et d'ailleurs responsable de ses actes, même si ses parents sont responsables légalement et juridiquement pour d'éventuelles indemnités. Il a, lui, droit à un avocat, l'enfant auteur, tout au long de la procédure, c'est-à-dire dès qu'il est mis en garde à vue et jusqu'à la fin de la procédure. Ce n'est pas du tout le cas d'un enfant victime. Et c'est un des problèmes que nous avons à l'heure actuelle. En matière de crime, donc si on parle de viol, on parle de crime, oui. Un avocat est immédiatement désigné lorsqu'il y a une procédure. Et surtout, cet avocat et peut-être régler ce qu'on appelle à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que les parents n'ont rien à débourser. Ça n'est pas le cas. Lorsqu'un enfant est victime d'un délit, appelons ça les fameuses atteintes sexuelles, dans ce cas-là, les revenus des parents rentrent en ligne de compte et donc cette aide juridique n'est pas de droit. Et surtout, et cela nous arrive relativement fréquemment,
Et surtout, l'enfant n'est pas assisté pendant la procédure. D'abord, j'allais dire, lorsqu'il est entendu par les enquêteurs, il est seul. L'enfant éventuellement auteur, et c'est un des sujets, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que j'assiste les enfants auteurs, notamment d'agressions sexuelles. Ces enfants-là, pour la plupart, ont été victimes à un moment donné, au moins 80%. Au moins 80%. Et c'est à l'occasion, malheureusement, de l'agression qu'ils ont commise sur un autre qu'on découvre l'agression qu'ils ont subie. Pour en revenir donc à cette histoire, à notre jeune qui se trouve confronté à la machine judiciaire, devant les enquêteurs, il est seul. L'auteur, lui, aura un avocat. Lors d'une confrontation, désormais, et c'est souvent oublié, il a la possibilité d'avoir un avocat à ses côtés. Mais ça n'est pas systématique. Lorsqu'ensuite il y a éventuellement une instruction, dans le cas de délit, si les parents n'y ont pas pensé, et c'est assez fréquent aussi parce qu'ils ne veulent pas forcément, alors que l'enfant est déjà victime, payer les honoraires d'un avocat, eh bien, le jeune est seul. Et lorsque nous intervenons, et quelquefois, et ça nous arrive assez souvent en définitive, de voir des parents arriver avec un enfant alors qu'il y a déjà l'affaire qui est fixée devant le tribunal. Toute l'instruction a eu lieu sans que, éventuellement, l'enfant ait pu avoir une vraie défense, c'est-à-dire que l'avocat ait pu demander des mesures d'instruction pour éventuellement essayer de changer la qualification ou éventuellement avoir de plus d'éléments complémentaires. Vous savez, je pense que j'ai beaucoup réfléchi et je me dis qu'en définitive, et je ne l'entends pas tellement en définitive, dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, il y a 100 ans, je parle spécialement de la France, il y a 100 ans, les parents, et vous avez toujours un article, je crois, parce que j'étais prise un peu au débeauté pour venir, donc je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois que c'est l'article 375 du Code civil qui vous dit que l'enfant appartient à ses parents. Et vous savez d'où ça vient, ce mot « appartient » ? C'est qu'il y a un siècle, les parents, sans motif, pouvaient faire enfermer leurs enfants à la petite roquette dès l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, puisque à l'époque, c'était la majorité était à 21 ans, sans motif vérifié véritablement par un juge et sans que l'enfant n'ait de défense. Nous sommes encore dans une société profondément patriarcale et les effets et les lois qui sont promulguées à l'heure actuelle, et j'allais dire dans des parlements à majorité masculine, malgré tout, eh bien c'est le reflet de ce que pense encore la société du droit des adultes sur les enfants et du droit éventuellement des hommes sur les femmes. Et pour ne parler, je vous encourage d'ailleurs, il va y avoir dans quelques temps, regardez sur France 2, il va y avoir un documentaire extraordinaire qui s'appelle Les enfants maudits, qui est à partir des lettres qu'ont faites des enfants enfermés, lettres envoyées à leurs parents qui pendant 15 ans ne venaient pas les voir, et lettres qui n'étaient même pas arrivées aux parents parce que le directeur de l'établissement ne les avait pas envoyées. Et donc, tout ça pour dire que le droit des enfants victimes, même si à l'heure actuelle, oui, les droits des enfants augmentent, il y a encore beaucoup à faire. Les enfants ne parlent pas.
Lorsque nous sommes désignés pour eux et qu'ils viennent dans nos bureaux, nous sommes d'abord évidemment l'adulte avant d'être l'avocat. Et pour mettre un enfant en confiance, pour qu'il puisse faire confiance en un adulte qui a déjà bafoué son corps, bafoué ses droits, bafoué sa confiance, c'est un long travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'improviser avocat d'enfant si on n'a pas suivi des formations spécifiques, y compris en technique d'audition. Y compris en technique d'audition. On ne parle pas à un enfant victime, on n'aborde pas un enfant victime comme on aborde un enfant dans un autre secteur. Et vous savez, je veux aussi plaider pour la formation et en profiter pour remercier Muriel. Ma pratique a changé après avoir suivi des colloques dans lesquels Muriel intervenait, notamment sur ces problématiques d'amnésie traumatique, notamment sur les incohérences que les enfants ont parfois dans leur discours, qui, dans un premier temps, peuvent nous troubler, nous juristes, mais qui, avec les formations que nous avons pu avoir et que nous devons toujours avoir, c'est pour ça que j'étais là aussi aujourd'hui, non pas pour intervenir, puisque je ne le savais pas quand je suis arrivée, mais d'abord parce que je veux toujours et continuer à me former. Que nous avons besoin, et c'est vrai qu'hier, il n'y avait pas de parlementaires, aujourd'hui, il n'y a pas de parlementaires, ce qui est une aberration. Je comprends leur boulot, mais c'est une aberration, parce qu'on ne peut pas, quelle que soit la bonne foi de ces gens, s'ils ne sont pas formés, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que oui, il y a un long chemin à faire pour les enfants d'abord. Pour les enfants qu'on n'entend pas, pour que les enfants qui ne sont pas reconnus, la parole de l'enfant n'est pas reconnue. Si vous saviez la catastrophe qu'on a eue pendant un certain nombre d'années après Outreau, si vous saviez le nombre de relax d'auteurs au bénéfice du doute, et la manière dont on doit ensuite récupérer nos jeunes victimes pour leur expliquer, ils comprennent quand même. Hein. Parce que vous savez, ce qui est extraordinaire chez les enfants, c'est 1, leur faculté de résilience, mais 2, l'indispensable nécessité pour nous adultes d'abord de leur parler à égalité comme des êtres humains et pas comme des enfants non comprenants. Arrêtons aussi, et c'est mon dernier mot, arrêtons aussi de scinder l'enfant victime et l'enfant auteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvent, j'allais dire, on a des grosses problématiques d'enfants qui n'ont jamais parlé et qui ensuite, par des passages à l'acte, du coup, deviennent intéressants. C'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Mais sachez aussi, pour parler du discernement, et pour cette histoire d'irréfragabilité, sachez aussi que je me bats. Les avocats d'enfants se battent car nous avons un code de la justice pénal des mineurs qui est en cours de discussion, qui va passer, quoi qu'on ait dit et quoi qu'on propose, avec cette problématique de discernement. Nous espérions, pour les enfants victimes aussi, pouvoir dire qu'en deçà de 13 ans, un enfant ne peut pas être responsable de ses actes et doit être donc traité d'une manière différente, même s'ils doivent aussi être traités d'une manière différente de 13 à 18 ans. Et que nous allons, certes, avoir désormais une responsabilité pénale, mais qui va être réfragable, alors que dans les 3/4 des pays d'Europe, ou pour tous les pays d'Europe, ça n'est pas le cas, et qu'en conséquence, un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, pas pouvoir être toujours considéré comme discernant. Ne faisons pas de mur. On va vous dire qu'un enfant est discernant à 6 ans, on ne va pas pouvoir vous dire qu'un enfant victime n'est pas discernant à la même façon. Donc, il faut avoir une vision large des choses. Il faut se battre sur tous les fronts.
c'est loin d'être gagné parce que c'est la société tout entière qu'il faut changer dès l'origine, et notamment la vision des garçons et des filles. Et ça, dès la crèche, dès la pouponnière. Et que donc, c'est un long combat, mais maintenant que ce combat a commencé à être mené, il ne s'arrêtera plus jamais. C'est ce que nous avons dit hier et nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup Dominique Attias. Je passe la parole à Bérengère Taxil qui va se présenter et nous parler un peu plus de tout ce qui concerne l'international, enfin la justice internationale. Merci Muriel, bonjour à tous. Je suis doublement navrée parce que mon train est arrivé très en retard et parce que je suis professeure de droit international public et en tant que telle, je travaille sur les violences sexuelles dans les conflits armés en droit international, mais je ne suis absolument pas ni pénaliste ni praticienne. Hormis le fait que je suis également juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile et que parmi les demandeurs d'asile, il y a bien sûr des victimes de violences sexuelles que l'on doit entendre sans avoir subi aucune formation et que le désarroi de celui qui écoute, eh bien, je l'ai rencontré également. En ce qui concerne le droit international et la justice pénale internationale, quelques mots, mais qui seront complétés cet après-midi avec la présentation de ce qu'on fait dans le cadre de la chaire Mukwege. Eh bien, le droit international s'est saisi des questions de violence sexuelle très tardivement, d'abord pour mettre des mots sur les actes qui étaient constitutifs de crimes vraiment les plus graves, et sans faire une leçon magistrale en la matière. Eh bien, oui, la justice internationale pénale et les normes qui les accompagnent ont identifié des comportements qui sont constitutifs de crimes de torture, qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et même de crimes de génocide. Donc tous les crimes les plus graves qui soient en droit international et qui sont passibles de la justice internationale pénale impliquent désormais une dimension de prise en compte de viol et violences sexuelles. Malgré tout, on attend beaucoup de cette justice internationale pénale, on attend qu'elle punisse, c'est la logique même du droit pénal, mais on attend aussi qu'elle répare. Or, on est face à une contradiction logique, puisque la justice internationale pénale n'était pas faite, et ne l'est probablement toujours pas, pour les victimes. Elle est faite pour punir les auteurs, et elle n'est pas faite non plus pour responsabiliser les États qui laissent faire, ou qui sont impuissants, ou qui sont... je n'oserais pas dire complices. Non, je ne l'ai pas dit. Que dire que les comportements qui sont visés sont des comportements qui font un grand nombre de victimes et un grand nombre d'auteurs également. Donc, dans cette criminalité de masse, les objectifs ne sont pas de répondre à des pulsions sexuelles. Cela, les historiens, les anthropologues les ont bien mis en évidence. Les objectifs poursuivis par les auteurs de viols et violences sexuelles sont politiques, sont stratégiques, sont tactiques, sont militaires. Il s'agit soit de terroriser la population civile, et en tant que telle, cela relève d'activités terroristes, et cela, le Conseil de sécurité de l'ONU l'a reconnu en avril 2019, dans une résolution qui a été très critiquée, dans la mesure où cette résolution, eh bien... à laquelle étaient présentes Denis Mukwege, Nadia Mourad et son avocate Amal Clooney, qui ont laissé leurs traces très positives sur les conseils adressés par le Conseil de sécurité aux États dans les mesures de procédure pénale à prendre en compte et dans les éléments très pratiques de soins des victimes. Et quand je dis soins, je parle aussi du soin judiciaire et pas seulement du soin médical ou psychologique. Mais dans cette résolution, pour cette parenthèse onusienne, dans cette résolution n'étaient pas mentionnés les droits sexuels et reproductifs qui pourtant ont fait l'objet de 30 ans d'avancées en droit. Mais le Conseil de sécurité ne fait pas de droit et ne fait pas le droit. Bref, pour en revenir au droit international, les comportements donc, sont, pour ceux des auteurs, les comportements poursuivent des objectifs de terrorisation des populations civiles, des objectifs de contrôle politique d'un territoire. Tout cela est fort bien documenté par un grand nombre d'associations et d'enquêtes
pénale ou journalistique, qui montre que, par exemple, en Syrie, eh bien, le viol des enfants répond à une logique de terrorisme visant à contrôler politiquement non seulement les opposants au régime, mais également les familles qui pourraient potentiellement vouloir s'opposer. Qu'en Libye, eh bien, le viol des hommes ou le viol des migrants, ou même les deux, puisque le phénomène est étroitement associé, répond là aussi à des objectifs de contrôle politique de la société tout entière. Les historiens ont mis en évidence largement le fait que ces pratiques ne sont pas spontanées, qu'elles ne sont pas dues à un contexte de conflit dans lequel les normes sociales disparaissent, dans lequel le sens du bien ou du mal s'effondre, mais que ces tactiques sont tout à fait conscientes, volontaires et ordonnées par une chaîne de responsabilité. À l'échelle maximale figurent généralement des responsables politiques ou des responsables militaires. La difficulté de la répression et de la réparation est grande là aussi. Le chemin a déjà été très impressionnant sur ces 20 dernières années, parce que sur ces 20 dernières années, eh bien, les juridictions pénales internationales, à commencer par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, ont réprimé des violences sexuelles. En Bosnie, des camps de viol avaient été mis en place. Eh bien, un tiers des décisions rendues par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie portaient sur la répression des viols et violences sexuelles. Bien sûr, du côté du Rwanda, à la même époque, eh bien, il y avait là une stratégie tout à fait génocidaire, et cela a permis de comprendre, d'élargir et de définir les types de violences sexuelles, parce qu'il n'y a bien sûr pas que le viol. Et la jurisprudence du tribunal pour le Rwanda a permis de comprendre que eh bien, les grossesses forcées, les stérilisations forcées dans d'autres contextes également, et autres formes de violences sexuelles peuvent être définies et réprimées. La difficulté de la définition, et j'imagine que vous l'avez déjà abordé peut-être hier et ce matin déjà, la difficulté de la définition de ces actes, eh bien, c'est que si l'on met l'accent sur le non-consentement de la victime, comme tel a été le cas, les deux juridictions pénales internationales, ex-Yougoslavie-Rwanda, avaient une approche différente, et de cette approche différente sont nées des difficultés égales. La conciliation entre ces deux approches est nécessaire. Et lorsqu'on met l'accent sur l'absence de consentement de la victime, eh bien, c'est donc le comportement de la victime qui va être scruté. Donc, avec toutes les difficultés que l'on connaît également devant les juridictions pénales nationales, que ce soit en France ou ailleurs. Peut-être avez-vous évoqué cette histoire irlandaise de novembre dernier. Voilà, avec l'acquittement qui n'a pas été causé par ce seul argument de la défense, mais parmi les arguments de la défense, il y avait, ben oui, mais elle portait un string. Et si l'on met en revanche l'accent sur la contrainte physique, sur la force physique, eh bien là, évidemment, on va retomber sur l'absence de prise en compte des phénomènes de sidération, de dissociation, et du fait qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence, que ce soit sur des enfants ou sur des adultes, que ce soit sur des femmes ou sur des hommes. Et de cela ressort dans l'évolution de la jurisprudence internationale, eh bien, des prises en compte avec l'élaboration d'une procédure pénale internationale spécifique qui est très insatisfaisante pour tout le monde, mais qui est débutante, balbutiante, mais avec une prise en compte d'un environnement coercitif. Donc, ni la force physique, ni l'absence de consentement de la victime ne vont être exclusivement exigés ou ne vont être les seuls motifs des poursuites. On va donc constater que dans un contexte de crime de masse qui fait des victimes de masse également, eh bien, les faits permettent de mettre en lumière cet environnement coercitif qui ont mené certaines juridictions à affirmer, mais c'est encore tout à fait balbutiant à affirmer, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Les auteurs d'un groupe armé qui
traversent un village à tel jour, tel endroit, et lorsqu'ils sont entrés dans le village, il n'y avait pas de victimes. Quand ils sont sortis du village, il y avait 200 femmes violées, éventrées. Eh bien, là, il est question de mettre en cause une responsabilité de groupe, mais sur la responsabilité de groupe, eh bien, il y a des flux et reflux, des avancées et des régressions devant la juridiction pénale internationale. La Cour pénale internationale dispose des mots sur les choses. Ça, le droit, en termes de normes et d'énoncés de comportement, est bien fourni, mais toujours des difficultés en termes de récolte de preuves, d'exigence de preuves. Et pour en finir, parce que je voudrais pas parler trop longtemps non plus, les quelques avancées qui restent enfin les quelques avancées énormes qui restent à produire, eh bien, ont été identifiées dans cette résolution du Conseil de sécurité d'avril 2019, avec quelques propositions sur le fait de ne plus exiger la corroboration des témoignages par d'autres. Ça, c'est un point important. Le fait également et ça, je pense que c'est important en France aussi, je suppose que vous en avez parlé, le fait de soit rendre imprescriptibles ces actes, soit d'allonger bien sûr les délais de prescription, mais il faut savoir que là, en droit international, on est dans un contexte juridique différent, puisque crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont déjà imprescriptibles, puisque on considère que ce sont des violations continues qui touchent la communauté et l'humanité dans son ensemble. Ça fait partie des réflexions. Que peut faire le droit international? Et ce sera vraiment ma dernière réflexion. En droit international, il y a la question de la justice pénale qui punit les auteurs, mais elle ne sert pas à responsabiliser les États. Et pour cela, il existe en revanche d'autres mécanismes qui sont tout à fait sous-utilisés, hormis pour l'existence en Europe de la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut responsabiliser les États de manière très limitée malgré tout. Eh bien, les chemins sont à trouver sur le fait que certains États qui sont dans ces situations où des crimes de masse sont commis avec des motifs politiques et avec des outils politiques, eh bien, nécessitent de mettre en place des réparations collectives qui mèneraient à dissocier, enfin peut-être, dissocier la victime de son auteur véritablement en termes juridiques. C'est-à-dire qu'il ne serait plus nécessaire d'avoir un auteur au bout du fil pour que la victime puisse être reconnue comme victime et qu'il puisse y avoir une réparation pour elle individuellement, pour la famille, pour sa communauté, avec un système de solidarité internationale. Et c'est bien ce que cherche à faire la chaire Mukwege. On en parlera cet après-midi. Merci. Alors. Merci beaucoup. Donc on voit tout le trajet à faire, tout ce qu'il faut encore, toutes les avancées à mettre en place. On en parlera aussi en fin de journée. Donc je remercie tous les participants de cette table ronde passionnante. Et je vous propose une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et après, on voit le film de Sylvie Meyer, Enfance volée. Merci beaucoup. Une petite annonce, la librairie est là jusqu'à 14h, donc si vous voulez acheter des livres, n'hésitez pas avant 14h. Et puis si vous souhaitez des affiches de l'association, celles qui sont en vente, on ne les expédie pas, il faut vraiment les acheter aujourd'hui. Voilà, bonne journée.